Salut à tous et bienvenue dans Saveurs Brutes, le podcast où on parle de cuisine avec passion et bonne humeur, sans fioritures et avec beaucoup de goût. Pour ce nouvel épisode, on vous emmène au soleil, sur les hauteurs d'Allo, là où la Provence sent bon la garrigue et la convivialité. Aujourd'hui, celui qui nous reçoit n'est autre qu'Antonio Antoni, le chef et patron de la Quinta à Allo et de la Pagaille à Marseille. Un amoureux du terroir, un créatif sans costume cravate. Un entrepreneur jeune et talentueux et surtout un vrai passionné de la bonne bouffe et des bons moments de partage. Installez-vous, servez-vous un verre ou restez concentré sur la route, mais détendez-vous. Vous êtes bien sur Saveur Brute avec Morgane et Ringo et c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter, parler de toi, nous dire qui tu es, sans parler du chef ou du patron, mais déjà savoir qui est Anthony? Oh, ta question elle est un peu vague, mais moi je suis un petit garçon qui est né au Portugal, qui a grandi entre le Portugal et la Corse, qui n'était pas du tout prévu pour faire de la cuisine, mais qui a découvert la cuisine au collège, sous forme de stage où en fait je courais un peu de partout. L'école n'était pas trop mon truc. Et l'école a fait un choix intelligent, c'est qu'au lieu de me virer comme d'autres, m'a proposé de faire des stages pour essayer de trouver ma voie. Ma maman, qui est une maman vraiment aimante, m'a dit: «Écoute, ça me dérange pas que tu quittes l'école, mais si tu quittes l'école, c'est pour une bonne raison». Donc j'ai fait plusieurs stages, sur différents métiers jusqu'à trouver celui de la cuisine où j'ai trouvé, vraiment quelque chose qui me correspondait. Moi, j'aime les choses qui sont un peu cadrées. J'ai fait du sport à haut niveau et hem et quand j'ai arrêté le sport à haut niveau, il me manquait un peu cette rigueur et j'ai retrouvé ça dans la cuisine. Donc c'est pas forcément la cuisine qui m'a plu au départ. C'est vraiment ce côté rigoureux où j'ai eu un chef, pour l'anecdote, la première fois que j'ai commencé, il m'avait dit de commencer à 16h. J'avais mal compris, j'avais commencé à 17h. Donc je suis arrivé tout tranquille à 17h moins 10, pensant que j'étais en avance. Les écouteurs, la musique, et il m'a viré comme une merde. Il m'a dit: «Je te veux pas chez moi, tu arrives en retard». J'ai dit: «Non, j'arrive pas en retard, je suis en avance». Et il me dit: «Tu me prends pour un con, casse-toi de là». Et là, tu t'es dit que c'était un métier pour toi. Ouais, ouais, ouais. Le lendemain, je suis revenu avec 2 heures d'avance en lui disant que j'étais désolé et que j'avais vraiment mal compris. Et il a accepté de me prendre Et il avait déjà les couilles à l'époque, hein? Pas le retard il a accepté de me prendre et il a été vraiment très dur avec moi pour continuer dans ce truc-là et j'ai vraiment aimé ça, d'avoir vraiment quelqu'un de franc et par contre, à partir du moment où il m'a pris sous son aile, il était plus du tout distant ou quoi que ce soit et ça a duré juste 2 semaines, hein, 2 semaines, j'ai fait ce qu'il fallait. Il m'a donné un petit billet à la fin de mon stage et j'étais très content et c'est là que j'ai pris le côté hôtelier et que j'ai découvert l'univers de la cuisine. Pour revenir à qui je suis, je pense qu'on ne sait pas forcément qui on est tout le temps, mais moi je suis quelqu'un qui adore la vie, qui adore les moments de partage, que ça soit amoureux ou avec les copains et je pense que ça se retrouve aussi, dans l'état d'esprit d'un cuisinier, ce côté de partage, ce côté de convivialité et on se cherche en permanence, mais là je suis arrivé à un stade où j'ai compris ce que j'aime dans ma vie et en tant que cuisinier, j'essaye vraiment de le partager, que ce soit sur ma vie professionnelle ou perso. Mais du coup, aujourd'hui, tu es chef et tu es aussi entrepreneur. Moi, j'ai un profil, où on appelle ça un homme de terrain. Moi, je suis qui met les mains dedans, qui met les mains dans la merde et qui avance et effectivement, j'étais cuisinier, chef cuisinier et là, on ouvre notre troisième affaire donc j'ai laissé le bébé, à d'autres personnes, pour le côté culinaire. Donc je suis plus chef de cuisine. Je suis vraiment à temps plein entrepreneur. Pour la petite histoire, celui qui a pris le poste de chef cuisinier, c'est l'apprenti que j'avais formé ici. Donc c'est vraiment une belle histoire. Il s'appelle Valérie, qui est un super gars. Là, on parle du restaurant La Quinta Oui, à Allo. ouais. Donc là, on est à la Quinta, donc c'est un petit village d'Allo, à 10 minutes de Marseille. C'est là où on a fait notre premier restaurant qui s'appelle La Quinta. On en a ouvert un autre qui s'appelle La Pagaille, qui est à Marseille. Et là, on ouvre un troisième business et effectivement, maintenant, je m'occupe vraiment sur le côté entrepreneuriat et développement. La Pagaille, c'est un tout autre concept que La Quinta. Ouais, complet. Ça comble un manque. Pas du tout. Ça comble une opportunité. Pour la petite histoire, en fait, ça sort du Covid. Covid, quand on a repris à la Quinta à l'eau, c'est un restaurant, sans chichi, mais c'est un peu gastronomique. Donc on a des repas qui durent entre 1 heure et demie et 3 heures. On prend vraiment le temps et cetera et sorti du Covid, c'était pas co totalement sorti, on avait le couvre-feu qui devait se terminer à 21h. Donc nous, on s'est dit: «Comment on va pouvoir servir ce qu'on sert d'habitude alors qu'à 21h, les clients doivent partir?» C'est soit on les fait venir à 18h, mais personne n'a envie de venir bouffer à 18h, soit on trouve un autre créneau et donc pendant toute la période de couvre-feu, on a fait des tapas. On s'est dit: «On fait tapas, les mecs ils mangent quand ils veulent et au moment de partir, ils partent».
Donc c'est un format beaucoup plus décontracté. Ça a cartonné et quand on a arrêté ça, parce que le couvre-feu s'est arrêté, tous les clients nous ont dit: «Mais quand est-ce que vous faites ces tapas, ces tapas, ces tapas?» On a continué à le faire ici, mais en toute transparence, si on parle business, le ticket moyen est moins avantageux et du coup, ça correspondait pas aussi à nos valeurs de ce qu'on voulait faire ici. Donc on s'est dit: «Bon, ben, on va combler la demande et on va le faire sur Marseille, dans un lieu qui s'y prête plus». Donc on trouvait que ce type de format de restauration s'assimile plus sur un centre-ville qu'un petit village et donc c'est de là que c'est né. Et maintenant, les horaires de pagaille, je crois que c'est après le couvre-feu. On a pris le parti, comme je disais tout à l'heure, cet art de vivre un peu à l'ancienne, de vivre un peu comme les bistrots. On sert jusqu'à 1 h du matin et les pli dernières réservations sont à minuit, donc on peut encore vous accueillir et vous asseoir à minuit jusqu'à 2 h du matin. Donc on arrête de servir à 1 h du matin, mais on peut rester encore même plus tard. C'est vraiment ce truc de vivre jusqu'à tard, de profiter. Donc j'ai dit tapas, mais c'est pas vraiment des tapas. On est quand même sur quelque chose de qualitativement sur ce qui suit sur ce qu'on fait ici. Donc des beaux produits bien travaillés. On est vraiment sur des petits plats plutôt que des tapas. Ouais, c'est pas le tapas comme on l'entend, Non, c'est pas les patatas bravas, c'est, les frites au bacon. On est vraiment sur des petits plats à travailler avec une grosse carte de cocktail, avec un mixologue qui nous fait des putains de belles cartes et du très bon vin, tout au verre. C'est vraiment on peut venir boire et j'ai plein de gens qui viennent juste boire un coup, parce que la place elle est très sympa, la terrasse et il y en a d'autres qui mangent vraiment, de A à Z comme un restaurant et après, on a tout type de profil. Il y en a qui viennent faire l'apéro à 19 h, il y en a qui, viennent, boire le coup avant de sortir en boîte à minuit. On a vraiment de tout. On a vraiment de tout et c'est vraiment un endroit très cosmopolite et là où est très bon vivant. C'est ça qui nous plaît. Du coup, dans pagaille, ça c'est un truc, administratif, mais avec la licence, Ouais. est-ce que parce qu'il y en a les, licences qui existent, je sais plus c'est laquelle, où tu peux pas vendre de l'alcool ou à consommer des boissons alcoolisées si tu fais pas un il faut une licence 4. Alors, j'ai dit qu'il y en a qui boivent des coups, mais je suis pas un bar. Il y a personne qui vient boire son café ou boire son Ricard et qui repart. Par contre, il y en a plein qui boivent, leur pastis ou leur cocktail, mais ils se prennent un petit panis, il reste une demi-heure, c'est pas voilà, c'est pas OK, c'est le but aussi, hein, c'est le but, bien c'est le sûr. but. Ils viennent grignoter quelque chose, mais ils sont pas obligés de passer un repas, se mettre à table, voilà. C'est dans cet esprit-là. Parce que comme je peux voir, la pagaille, pardon. La pagaille, c'est, surtout les, comme tu as dit, des tapas, parce que tout le monde connaît ce mot Ouais. tapas, mais pour moi, c'est pas forcément les tapas, c'est vraiment, comme tu dis, les plats recherchés. Même les plats, des fois, il y a des jolies viandes avec plein de sauce dessus, ça coule de partout, mais c'est un plat, tu le mets au milieu de la table, tout le monde se partage, tout le C'est ça. temps, écoute plein de trucs, C'est les mêmes standards qu'ici, voilà, ça ouais. on n'a pas baissé de gamme, c'est juste le mode de fonctionnement qui est totalement différent. C'est voilà, ça on met tout au milieu de la table. Après, il y en a qui partagent rien, qui se le font tranquille, mais c'est la même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on fait nos de sauce, on fait nos viandes, c'est vraiment la même façon de travailler. On est sur les mêmes valeurs culinaires, mais on n'est pas sur le même mode de vie de consommation, Même ni, le tarif, ni voilà, beaucoup c'est plus plus accessible, là-bas et c'est le but. Le but, c'est, voilà, c'est vraiment que ça soit bouillonnant, ça soit vivant. Les tables sont très serrées entre elles, c'est voulu. C'est vraiment cet esprit, bon, oui, on a plein de gens qui partent en boîte après, qui se connaissaient pas, avant d'aller au resto. C'est super sympa. En plus, c'est super bien situé. Tu as les Marseillais qui sont là. Tu as les touristes, pendant l'été, ils sont dans cet environ. Ouais, Parce que si tu es sur la terrasse et tu mets un peu à gauche, tu vois vraiment ouais, tu la vue sur la vue de port, la Bonne Mère, c'est vraiment c'est bien placé. très joli. C'est au Et centre historique du Panier, donc c'est vraiment, c'est plus le quartier de Marseille, donc ça il y a aussi un côté historique, touristique aussi, même si c'est pas trop ce qu'on fait. Mais oui, c'est vraiment bien placé, c'est très agréable. Comme tu dis, tu as la vue sur la Bonne Mer, le port. À partir du moment où tu mets un pied sur la terrasse, c'est vraiment dans un petit cocon et vraiment nos valeurs, bon, elles sont culinaires parce que c'est mon truc à moi. Mais il y a un vrai truc d'hospitalité, qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment ce truc de bien recevoir, de tu un peu froid, on te met un plaid, il te manque quelque chose, on t'en remet, voilà, tu manques jamais de rien. Ça, c'est vraiment de l'accueil au départ, voilà, notre maître mot, c'est vraiment l'hospitalité. C'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Bon, il y a un truc qui va marquer dans ce que tu proposes, c'est, la communication. Ouais. Nous, on se connaît pas avant de faire le podcast. Alors, vous vous étiez déjà rencontré avec Ringo parce que, Ringo, fait de la formation et qu'il est intervenu dans ton restaurant pour, diverses, formations, divers échanges. D'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on se connaît avec Ringo de mon côté, mais nous, on se connaissait pas et il faut que je t'avoue un truc, c'est que la Quinta fait partie des établissements que j'utilisais comme, référence dans mes formations quand j'allais dans les restaurants pour parler de communication. D'accord.
parce que d'abord, tu fais appel à des professionnels et ça se voit, et c'est plutôt une bonne chose. On dégage toute l'essence sur les réseaux sociaux, sur tes supports de communication, de ce que tu veux montrer. Ouais. Chose qu'on n'a pas forcément des facilités à faire quand on est le chef ou le serveur ou la serveuse, ou qu'on n'a pas trop le temps, ou qu'on n'a pas ce regard-là, ou qu'on n'aime pas les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les réseaux sociaux. C'est mon père. Et moi, j'ai pris la Quinta comme référence très souvent pour dire, voilà, regardez, t'as la Quinta, on montre l'équipe parce qu'on montre le cadre, parce qu'on met à valeur les plats, parce qu'il y a une vraie cohérence justement dans la communication, il y a une vraie réflexion. Je connaissais la Quinta comme ça, D'accord. sans jamais être Tu revenu. viens de l'inventer ou c'est vrai ce que tu dis? Ben non, c'est pas j'ai inventé ça. Je sais pas, je sais pas. Non, Il y a pas d'intérêt, il y a aucun intérêt. Tu vois, j'ai regardé aussi la pagaille avant de venir parce que bon, forcément, je vais pas venir sans regarder un peu ce que tu as fait avant. Voilà, tu as une vraie réflexion sur la communication. En quelques mots, tu sais quoi ton positionnement? Alors, ce qui est paradoxal, et je te remercie, c'est un compliment ce que tu viens de dire, c'est que moi, je n'ai pas les réseaux sociaux. Non pas que c'est une hantise ou que je vois ça du mauvais côté. C'est juste que moi, à titre perso, j'ai pas les réseaux sociaux parce que j'ai jamais accroché à ça. Par contre, et c'est là où ça m'a permis de savoir, c'est que moi, les 3 premières années de la Quinta, j'ai fait ça sans réseaux sociaux, ni même Facebook, ni même Instagram, ni même ce que tu veux. Et c'est des clients qui m'ont dit vous devriez être sur Instagram, vous devriez être sur Facebook, vous devriez être sur TikTok. Et moi, je comprenais pas. Je dis mais ça sert à rien. Moi, je suis à l'ancienne. Je dis il faut que je fasse, je vais faire bien à bouffer et ça suivra. Ce qui est vrai. Mais par contre, à partir du moment où on a mis un pied sur les réseaux sociaux, on a vraiment décuplé l'activité. Et donc, j'ai compris que ça avait un impact. Et après, la deuxième étape, c'est j'ai compris que ça avait un impact, mais j'ai compris que j'étais nul là-dedans. C'est que j'avais pas les codes. Vu que moi, je n'apprécie pas forcément les réseaux sociaux, j'avais pas les codes. Et c'est là que j'ai dit, il faut qu'on se professionnalise et il faut qu'on prenne quelqu'un. Et donc, dans un premier temps, j'avais fait appel à un prestat externe. Donc, on avait beaucoup de retombées. J'étais pas assez gros à l'époque pour l'embaucher à temps plein. Puis, il s'est passé quelques années où on a fonctionné comme ça. Et depuis, on a vraiment une personne qui s'en occupe à temps plein. Aujourd'hui, on a passé l'étape d'avoir une personne qui supervise nos établissements, en plus des community managers qui sont sur place, pour avoir une vision d'ensemble et sur le long terme. Donc, effectivement, l'aspect des réseaux sociaux pour un commerce est de nos jours très, très importante. Pas indispensable, mais très, très importante. Et surtout sur la Quinta Halo, où on a une dimension où on est perdu, loin des gens, loin du passage. C'est un avantage quand on y est, mais c'est un désavantage quand on ne connaît pas, parce qu'on est perdu dans les collines et que personne passe devant. Donc notre seul moyen de nous faire connaître, c'est le bouche à oreille et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est un bouche à oreille aujourd'hui qui fait x50 par rapport à un bouche à oreille traditionnel, parce que pour plein de raisons, mais voilà, les réseaux sociaux et notre manière de les utiliser sont extrêmement importants et on a compris que c'était le cœur du business, quoi, Donc aujourd'hui, tu considères que ça fait partie du succès de tes affaires et de ton. à 100%. Ouais, ouais, ce serait une erreur de dire que ça n'a pas d'impact sur nos affaires. qui peut être tranchant aussi si ça part dans l'autre sens. Parce que ça peut aller aussi, hein. Ça C'est-à-dire, pas ça. comme toujours, toute pub, il peut aller dans une sens et dans l'autre. Comme tout, C'est, comme tout, mais après ça, c'est la vie d'un entrepreneur, c'est tout le temps de prendre des risques. Mais là, honnêtement, sur les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Et c'est pour ça aussi que ça doit être bien maîtrisé. oui, 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 bien sûr. En tout cas, chacun a son domaine de compétences. Mais en tout cas, moi, j'ai compris que c'était pas le mien. Mais il faut aussi comprendre les codes de ces réseaux-là. Il y a des choses qui marchent. Il y a des choses pour moi qui me plaisent. Et community manager me dit, mais non, t'as pas compris. Faut comprendre que c'est un métier et qu'on peut pas tout faire et qu'effectivement, on peut pas être au four, au moulin, à l'usine, faire les vidéos. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu as dit, il y a des choses qui me plaisent, donc tes collaborateurs, ils te disent, attention, c'est pas parce que ça te plaît que c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Et ça, tu respectes parce que tu travailles avec des gens qui sont professionnels dans leur domaine et que c'est pas le tien. Ouais. Je le souligne parce que souvent, je travaille avec des gens qui me disent, ah, mais là, ça me plaît pas. Ah, mais là, ça me plaît. C'est pas comme ça que je veux parce que ça me ressemble pas. Et des fois, je leur dis, mais là, on cherche pas à ce que ça te ressemble à toi ou que ce soit quelque chose qui te plaît à toi, mais on cherche à correspondre à ta clientèle, au concept de ton établissement, à ta carte, à quelque chose qui est cohérent avec ton affaire. Oui, alors ça, je l'ai compris depuis que j'ai plusieurs affaires parce que, en fait, quand c'est ton affaire, c'est toi. Tu as du mal à te dissocier et quand on critique ton affaire, on te critique à toi. Tu as tendance à penser que ton affaire, c'est toi. Ouais. Et c'est une grosse erreur. Et quand tu comprends que ton entreprise, en fait, c'est quelqu'un et que on parlait de cadre tout à l'heure et que tu lui mets un cadre et qu'en fait, il faut qu'en permanence, tu lui fasses, tu agrandisses son image par rapport au cadre que tu lui as fixé, ben, il faut que tu te détaches parce que toi, en tant qu'homme ou femme,
tu grandis et il y a des choses qui te plaisent à l'instant T et d'autres qui te plairont plus tard, qui seront sûrement différentes, mais ton entreprise, elle reflète une image et des valeurs qui seront toujours les mêmes. Et effectivement, souvent, j'avais tendance à dire: «Ouais, non, ça me plaît pas, ça me correspond pas» et cetera. Et quand tu parles à quelqu'un qui vient du marketing, qui vient de la com et qui te dit: «Non, mais ton entreprise, elle ressemble à ça, elle a telle valeur, elle a telle valeur, tu dois pas bouger de ça». Ou même des couleurs, par exemple, moi qui adore, le jaune, j'ai envie de mettre des rideaux jaunes, elle m'a dit: «Non, tu as un code couleur à respecter, tu as un truc». Et donc il faut faire confiance à des gens qui sont compétents là-dedans. Et moi, ce que j'essaie de faire comprendre à tout le monde, c'est que chacun a sa zone de génie. Le plus dur, c'est de comprendre quelle est la sienne et retirer son ego en ne pas pensant qu'on est meilleur que les autres. Et du coup, à partir du moment où moi j'ai recruté des personnes qui me semblaient plus compétentes que moi, effectivement, je leur ai donné la main parce que j'estimais qu'elles étaient meilleures que moi et quand elles me disaient que je faisais des erreurs ou que j'allais pas dans mon sens, je les ai écoutées et je leur donne 100 raison. Ça, à son jeune âge, respect, hein, que tu as autant de réflexion aussi rapidement. Après, c'est en arme, tu es devenu un peu un businessman. Tu le comprends, il y en a pas que moi, c'est le business surtout. C'est pas donné à tout le monde. Ah ouais, non, justement. Et l'exemple pour un entrepreneur, c'est un peu comme dans une famille. Dans une famille, comme tu as un restaurant, comme tu as en famille, tu as un nouveau arrivé. Ce n'est pas tu partages dans ton cœur la place où il y a plus de place dans ton cœur. C'est juste le cœur, en fait, il va s'agrandir. Ouais. Et pour le business, je trouve ça exactement la même chose. Si tu n'arrives pas à agrandir ton cœur et d'avoir un autre business, avoir la place pour chez certains qui a peut-être des meilleures idées, etc., tu peux jamais évoluer, tu peux jamais tout rassembler. Non, mais après, paradoxalement, c'est très dur. C'est facile à dire, mais c'est vrai que c'est très dur. Moi, là où ça a été le plus dur, c'est pour donner le relais à la cuisine. En tant que cuisinier, je me suis souvent qualifié comme un ouvrier, moi, vraiment avec un de terrain qui tape dedans du matin au soir. Et quand je suis devenu un mec de bureau, ça fait Ah, ça fait bizarre. ça fait bizarre, tu vois? Tu te dis: «Je suis plus légitime et j'ai du mal à» le client où c'est moi qui lui faisais à bouffer il y a 6 mois, là, c'est plus moi, il revient. Et pour le changement de carte, tu mets comme du casse à table, tout le monde qui saute et tout, On tout. bouffe tous ensemble et souvent, de toute façon, après, quand on est entre gens, alors c'est pas prétentieux de dire ça, mais quand on est entre gens intelligents, à partir du moment où chacun met son ego de côté et sait se remettre en question, je trouve que ça va très vite. Mais honnêtement, nous, quand on fait des testings, quand mon chef, on fait quelque chose et qu'il y a des trucs où je trouve pas que c'est top ou autre, il partage toujours la même chose. Honnêtement, il va jamais me dire non, ou alors s'il est vraiment persuadé de lui, il va me dire non, mais il va me prouver le contraire, il revient demain avec un autre truc. Mais il y a jamais eu de conflit en disant: «Non, je suis pas d'accord», bêtement quoi. C'est: «Je suis pas d'accord, mais parce que je pense ça, 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 ça». Après, on Logiquement, voit un peu de conflit pour évoluer de toute façon. oui, Oui. mais c'est pas des conflits, c'est vraiment des relations très saines parce que tu as des mecs qui sont dans des mecs ou des femmes qui sont vraiment dans ce désir d'évoluer tout le temps et quand il y en a un qui fait une connerie, il dit: «Ouais, tu as raison, j'ai fait une connerie, moi le premier. Moi le premier, je sais pas moi, on pense à un truc, je te dis: «Bah, je suis sûr, tu mets un peu de framboise là-dedans, ça va pepser ton truc». Le lendemain, il arrive, c'est dégueulasse et je suis le premier à te dire: Non, tu raison, je dis de la merde, on part sur ce que tu avais pensé». Donc non, non et on est tous dans cette logique-là, on n'a pas de problème là-dessus. Mais mais ouais, après, encore une fois, c'est parce que, à partir du moment où tu sais que cette personne, tu peux lui faire confiance, qu'elle triche pas et qu'elle est loyale dans ce qu'elle fait, c'est important de la laisser naviguer sur son truc. Bah, il y a des trucs sur lesquels des fois je suis pas d'accord, mais je sais que cette personne-là, si elle le fait, elle va être plus en confiance, elle va mieux maîtriser son truc, beh, je la laisse faire parce que je sais que ça va être bénéfique. Quand tu commences, tu personne. Bon, sauf les grosses marques qui voient un truc qui marche direct, mais quand tu commences, tu personne. Ouais. Et tu as un idéal, tu as un rêve et effectivement, quand tu personne, que ce soit une table de 2, de 4 ou de 30, qui correspond pas du tout ni à ce que tu fais, ni à ce que tu aimes, ni à le budget que tu aurais fait. En gros, tu transgresses des règles que tu t'es fixées parce que tu as besoin de faire rentrer de l'argent, tu as des charges, il faut payer des choses. Et ce que je disais, c'est que quand tu commences et que tu comprends pas forcément tout, ou en tout cas tu as un besoin de faire rentrer de l'argent, tu acceptes ça. Et moi, ce que je dis, c'est qu'avec le recul, avec plus d'expérience, c'est une erreur de faire ça. Vaut mieux garder son restaurant à moitié plein ou avec quelques tables qui correspondent à ta clientèle, parce que ce cercle vicieux va faire que cette clientèle que tu cherchais et qui, elle, cherche quelque chose en venant chez toi, va trouver ce qu'elle cherchait et du coup va revenir et refaire parler de toi. Alors que si tu acceptes des gens qui correspondent pas à ce que tu essaies de mettre en place, que ce soit en tarif ou même en termes quand tu as une identité culinaire en tant que cuisinier, heu et que tu as
je fais le cliché, hein, mais moi, quand je suis à un resto traditionnel provençal et que je fais des daubes de joue de bœuf, que je fais des pieds paquets, que je fais des pâtés de tête, que je fais des choses vraiment très terroir et très authentiques et qu'il y a des clients qui me disent qu'ils veulent une salade ou une pizza au saumon, enfin, c'est pas moi. Et c'est une erreur, moi je l'ai fait, moi, il y a des gens qui m'ont commandé des choses qu'on faisait pas. Je faisais personne, donc je disais oui, j'avais envie de faire plaisir. Bah, premièrement, c'est pas ce que tu as l'habitude de faire, donc tu vas pas le faire aussi bien que ce que tu faisais d'habitude, donc tu risques de les décevoir. Deuxièmement, c'est une clientèle que du coup, si jamais tu les satisfais, ils vont revenir pour la même chose et à un moment donné, tu pourras plus suivre ces demandes-là. Et troisièmement, en général, d'un point de vue, comportement, tu tombes sur des gens qui n'acceptent pas de venir dans un restaurant qui propose ce qu'ils proposent. Et souvent, on se dit: «Beh, quand ça marche pas, on fait des sacrifices», mais en fait, c'est des mauvais sacrifices. Il faut garder sa ligne directive et être serein de ce qu'on fait et être ferme là-dessus parce que fixer un cadre, ça va automatiquement, Fixer ton clientèle. fixer ta clientèle et tu vas être légitime. C'est-à-dire que face à une clientèle qui vient chez toi trouver ce que tu cherches, à côté, tu as une table qui est l'opposé, tu es plus légitime par rapport à la clientèle qui accepte de recevoir ce que tu fais et mais que ça soit pour tout, même là, par exemple, il y a pas longtemps, on s'est disputé avec une table d'habitués parce que, c'était des habitués, mais ils avaient Il faut c'est encore des habitués ou comment? la dispute, elle a bien fini ou Non, non, pas trop, parce qu'en fait, la dame n'a pas accepté que son enfant, regardait l'iPad avec le dessin animé avec, le son en fond et donc nous, on lui a dit: «Excusez-moi, là, c'est pas possible» et les gens, ils le prennent mal. Mais malheureusement, on s'est disputé avec cette table. Cette table ne nous reviendra sûrement plus parce qu'elle avait un ego qui faisait que, bah, maintenant que je suis habitué, j'ai le droit de faire un peu ce que je veux. Par contre, les trois, quatre tables à côté nous ont dit: «Merci». ils vont revenir. Voilà, non, eux, ils vont venir et à une époque, j'aurais eu peur de dire à cette dame, Ah, tu pouvais perdre, 3 clients. voilà: «Putain, c'est des habitués, il est ce qui est autour 2 fois par semaine. Putain, je vais pas lui dire de faire ça, je vais fermer ma gueule», mais en fait, j'aurais perdu les 4 tables qui sont à côté. Ouais. Je le vois beaucoup dans les restaurants où je travaillais aussi. Tu vois, mais en fait, les enfants, ils sont même pas assis. Il y en a déjà un téléphone ou l'iPad est posé devant eux. Ils discutent pas avec les parents et cetera et aussi, comme ils viennent au restaurant, la première chose avant de s'asseoir, sont réservés et tout ça. Est-ce que vous faites les frites et les nuggets? Non. Comme je dis au restaurant, non, il y a pas de frites, il y a pas de nuggets, il y en a pas de pâtes au beurre. En fait, les enfants, plus petits les portions, mais ils en mangent comme un adulte qui peut manger. Que ça veut pas dire que c'est pas bon. Mmh. Il y a du poisson frais, il y en a de la viande frais comme tu as dit. Si l'enfant, comme les parents, ils sont végétariens, ben, on a plein de légumes, mais ils mangent aussi bien que les parents et les parents, ben, ça arrive: «Ah ben non, on mangera pas ici parce qu'ils ne mangent pas ça». Je dis: «Comment ça, ils mangent pas ça?» «Ben, mangez pas ici, mais je vais pas nourrir ton enfant de mauvaise façon». Ouais, moi, je pense qu'il y a un gros débat sur ça. Je suis pas forcément convaincu, je comprends la position un peu Bon, tu du lui attends le raviol en même temps, mais oui, bien sûr. non, non, mais Ah. je pense qu'il y a débat. Je pense qu'il y a débat quand même sur ça. Je trouve très bien qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure aussi, il faut ton business plan qu'il soit en béton déjà, comme tu ouvres un restaurant et cetera. Il faut savoir qu'est-ce que tu as envie de faire et où tu le fais, c'est tout, hein. C'est ça le business plan. Il Ouais, faut savoir, tu peux pas faire, si tu aurais envie de faire, j'en sais, une bar à sushi dans un petit village de 300 habitants, peut-être ça fonctionnera pas. ouais, mais enfin, avec le Il y a recul, parce que toi, tu sais du métier, donc tu sais ce qu'il faut faire. Mais moi, je l'ai su après ça. Tu vois? oui, Quand tu te lances, tu te dis: «Je vais faire à bouffer, point» et ouais, c'est mon rêve de cuisinier il y et a tu en as pris très jeune, tu as pris cette décision. oui, Tu as pris très jeune cette décision. Tu viens de tu as travaillé dans une grande maison en plus, non? Avec piège, ouais, c'est ça? Mais de trouver sa identi identité. identité culinaire aussi jeune dans un propre restaurant, mais c'est tellement compliqué parce qu'on ne veut pas prendre le risque, mais il Ouais, faut prendre le risque. ouais. Mais l'identité, mais je la cherche encore Mmh. et plein de choses comme ça que, bien sûr, on a une idée dans la tête, mais est-ce que ça marche? Ça marche pas. Comment je peux savoir si ça marche? C'est qu'est-ce que tu voulais dire aux, bah, les gens qui nous écoutent, les restaurateurs? S'ils se lançaient, il faut aller 100 dans le but, qu'est-ce que tu voulais faire? Parce que si ça marche pas, ben, ça marchera pas, mais tu l'as essayé. Complètement, ouais. Parce qu'il y en a pas beaucoup, surtout dans ce temps-là maintenant, qui ont la possibilité, comme toi tu as, d'avoir du recul. Parce qu'ils arriveront même pas jusqu'à là, Ouais, pour avoir du recul. Au mieux de pas regretter notre choix, notre business plan ou d'y aller à fond.
On se trompe dans les mauvaises expériences, mais ça fait aussi évolution. Ouais, Ouais. enfin, en tout cas, moi, ma propre personne, et je pense que c'est lié à beaucoup de gens qui se lancent. Je pense qu'au début, on manque de cadre parce que euh, on n'a pas forcément ou la finance ou la connaissance de tous les outils qu'il faut pour ouvrir un business. Et du coup, la première chose que tu fais, c'est tu te lances et je vais faire ce que j'aime. Après, tu es confronté à un mur où quand tu te prends un mur où tu n'as pas de clients, que ça marche pas très bien et que c'est compliqué, c'est là où si tu as fait un business plan, si tu as fait, tes valeurs, si tu as fait exactement où tu veux aller et cetera, bah, tu t'es mis un cadre. Et Oui. si tu t'es pas mis un cadre, comme la plupart des gens qui se lancent, comme moi je me suis lancé, c'est là que tu pars en couille. C'est là que tu te dis: «Bon, bah, ça marche pas, je vais essayer de faire, des baby showers». Ça marche pas, bon, bah, je vais essayer de faire des pâtes au saumon parce que ça plaît plus. Ça marche pas, je vais essayer de faire une burrata parce que tout le monde veut ça. Et c'est là que tu te perds. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de se mettre un cadre, faire un Parce business qu'on plan, on peut faire les écarts de notre cadre, les trucs. Tu peux faire les écarts, mais tu sais où il faut revenir. Tu es oui, là à ton chemin. C'est ça, quand tu es à ton chemin, tu peux essayer d'autres choses à gauche, à droite un petit peu. Peut-être avec une surprise, tu en rajoutes ça. Sur ton business plan, il n'était pas prévu, mais ça marche. Il faut évoluer avec son temps aussi, parce que ça va tellement vite. oui, ça, Tu veux toujours sauter sur le train et d'être le plus actuel, le plus actuel. Oui, on se perd comme ça, comme tu dis. ouais, mais c'est à double tranchant ça, parce que tu vois, moi, ça a été un débat avec, nos community managers. C'est que eux qui sont très actifs, moi, j'ai pas de réseaux sociaux. Mes community managers, ils suivent toutes les trends, toutes les actualités. Et tu sais, sur Instagram, toutes les 2 secondes, tu as un truc. Tu as les trompe-l'œil, tu as les machins, tu as les trucs. Et toutes les 2 secondes, il y en a un, il te dit: «Ouais, il faut que tu fasses ça, ouais, il faut que tu fasses ça». Et je trouve que tu as vraiment 2 voies à choisir. Alors, soit tu suis ce fil-là des actualités, des trends et tu es en permanence sur le qui-vive et tu vas du coup chercher toutes les nouveautés. Soit, moi, ça a été le cas ici, moi, j'ai eu la prétention de dire à mes community managers: «Non, moi, je veux là rester traditionnel et je veux que ce côté traditionnel qui se perd, je trouve, devienne une trend, devienne quelque chose de viral et devienne quelque chose, de très important». Ce que j'essaye de faire de dire à tout le monde, c'est que moi ici, j'ai une vision qui est très claire. Je veux remettre le terroir au centre de son intérêt. Je veux faire comprendre aux gens que manger local, c'est pas manger tout le temps la même chose à chaque saison. C'est que, il y a pas tout le temps tout forcément à la carte ou en tout cas, on change très souvent. Et en termes de communication aussi, nous, ce qu'on veut mettre en valeur, c'est pas justement les trends, c'est tout ce qui se faisait plus et on va le remettre au bout du jour. Mais sur ça, je trouve qu'il faut avoir une force de caractère quand même parce que tu es toujours à contre-courant. Je te dis des débats cons Ouais, avec bien sûr, de sa identité, ouais, que tu as trouvé au fur et à mais mesure. par exemple, tu vois, le community manager, rien que le choix de la musique, il est très con parce que, tu vas sur TikTok ou sur Instagram, on te dit: «Non, mais l'algorithme, c'est cette musique qu'il va prendre». Et toi, tu te dis: «Ben, non, moi j'ai telle musique qui me correspond et auquel ça me tient Il à cœur». correspond dans 2-3 mois aussi. Ça, je sais pas. Oui. C'est qu'est-ce Mais que moi, tu voilà, il mais moi, je veux correspond avoir à mon reste. voilà, moi, je veux avoir la prétention de dire: «Bah, écoute, non, moi, j'ai une prise de position, elle me plaît et on va faire en sorte que ça marche». Et et souvent, quand tu es dans ce cas-là, alors quand tu es sûr et certain et effectivement, j'ai la chance que ça marche, c'est vrai que c'est plus facile de prendre cette position de dire: «Je fais ce que je veux» parce que dans tous les cas, ça marche. Mais je la prenais aussi quand ça marche pas et c'est là que c'est important parce que quand ça marche pas, tu te dis: «Bon, ben, on va essayer de changer». Et si, je sais pas moi, tu as un restaurant, je sais pas moi, tu as un restaurant corse avec une identité corse, d'un coup, tu commences à mettre des musiques, qui te correspondent pas ou des images qui te correspondent pas juste pour aller chercher des gens. Après ça tient qu'à toi, mais après moi je trouve qu'il y a une incohérence. Je trouve que tu étais pas cohérent dans tes valeurs et dans ce que Bah, tu veux écoute, faire. toutes les réseaux, beaucoup de restaurants et tout ça, tout qui est éphémère. Ce n'est pas qu'un restaurant qui est éphémère, c'est aussi les tendances qui sont tellement éphémères, ça va tellement vite, tu peux pas correspondre, c'est impossible. Ou tu ouvres un restaurant, un différent restaurant éphémère tous les 6 mois. Bah, ça dépend ce que tu cherches aussi parce que ça dépend de plein de facteurs, tu vois? Si nous on a un restaurant qui s'appelle La Pagaille qui est en centre-ville de Marseille. Là, nous, on s'amuse un peu plus avec ça, parce que c'est une clientèle de ville, c'est une clientèle aussi de touristes aussi, donc c'est une clientèle qui est très volatile. C'est-à-dire que la clientèle qu'on va avoir là, au mois de mai, elle va rechercher des choses spéciales par rapport à ce qui se fait du moment et en septembre, on aura une autre clientèle et du coup nos clientèles qui sont aussi Marseillais habitués, ils s'amusent à suivre ça aussi. Parce que nous, notre identité, c'est d'être branchés et de suivre aussi ça, donc notre clientèle est avertie de ça.
Donc c'est vraiment, il faut vraiment choisir sa ligne directrice et savoir pourquoi tu vas dans tel établissement ou alors toi, quand c'est ton établissement, pourquoi tu fais ça. Mais c'est vrai que c'est 2 choses différentes. Mais ici, par exemple, à Allo, nous, on se bataille et c'est un combat pour dire: «OK, nous, on suit pas tout ça. Nous, on est ça et c'est pour telle valeur que tu vas venir chez nous». C'est clivant, il y en a qui sont pas pour, il y en a qui n'aiment pas forcément cet art de vie ou cette façon de cuisiner mais au contraire, il y en a par contre qui sont à la recherche, comme il y en a, ils font 2 heures de route pour rechercher un restaurant où on prend le temps, un restaurant où il y a la cheminée qui crépite, un restaurant où on fume le cigare jusqu'à 1 heure du matin, un restaurant où c'est des musiques, alors nous, notre univers, c'est des musiques corses, il y a beaucoup de choses qui sont charcutières, enfin voilà, des procédés ou des Les processus. gens qui sont toujours pas végétariens, là. Comment? Non, bah, écoute, non, après par contre, on a une conscience animale. Alors, souvent, il y a ce débat sur le végétarien. Ce qui est chiant dans ce truc de végétarien ou de carnassier, c'est ce truc d'extrême. Moi, je suis un gros viandard, mais je suis conscient qu'il y a un problème sur l'élevage, animal. Ce qu'il faut juste revoir, c'est sa consommation ou en tout cas, son exigence envers ce qu'on consomme. Oui, la surconsommation, plein de Mais, bien évidemment que manger une côte de bœuf tous les jours, c'est pas bon et il faut pas le faire. Mais, il faut pas non plus imposer aux végétariens de bouffer de la viande, mais il faut pas non plus imposer aux viandards d'être végétarien. Il faut juste suivre son truc et respecter, voilà, c'est tout, oui. ça voilà, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, de toute façon, je trouve que l'humain, il part toujours en couille, il part trop loin et après il redescend. Tu m'en avais parlé de ta formation Oui, oui. du lièvre Lièvre royal, là. Je dis: «Mais c'est trop bien, mais est-ce qu'il est complètement, cinglé ou est-ce qu'il m'a vraiment dit ça?» «Ouais, j'aimerais bien on refaire un peu les terrines comme à l'ancienne». On a fait avec, une terrine avec du riz de veau, je me rappelle. On a travaillé, un lièvre royal. Je dis: «Mais tu es sérieux, tu veux faire un lièvre royal?» «Oui, oui, je veux qu'en fait mon équipe, il apprend anciennes techniques et vraiment les recettes qui se faisaient, il y a très, très longtemps». Il a dit: «Même si je ne mets pas la carte, mais je vais faire plaisir à mon équipe». Ouais. Et ça, je trouve ça incroyable que en fait, une formation, normalement, ça sert à ça. Mais j'en fais pas mal de formations aussi où ils me disent: «Bah, ouais, bah, viens et on verra qu'est-ce qu'il y a dans le frigo». Et là, vraiment, lèvres royales. Une fois là, ils étaient tous là, ils voulaient voir, les viandes, vraiment frais, respectueux comme tu as dit. Ce jour-là aussi, il y en avait une livraison de champignons. Ouais. Mais quand j'ai vu le petite, camionnette avec les champignons dedans, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est?» Il y a une beauté de Ouais. produits Ouais, c'est et ça fait, très, très plaisir de voir les personnes qui travaillent encore comme ça. Et s'il y en a pas de cèpes, et s'il y en a pas d'autres champignons, s'il y en a pas de lièvre à ce moment-là, mais tu aurais pas pris et on aurait fait autre chose parce que tu en veux vraiment le produit, de respecter le produit et d'ici. On avait du taf, hein, d'ailleurs, hein, au début, on voulait voir 4-5 trucs qu'ils peuvent faire et qui j'ai dit: «Mais tu veux faire une lèvre royale?» Déjà, ça prend normalement, 72 heures de le faire. La recette entière avec le temps de repos et cetera, plus la sauce au sang, oui, 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 on fait tout ça et on a réussi. Franchement, c'était très beau qu'est-ce qu'on a fait, je trouve. Tu tous les gars qui étaient contents et qui ont participé à ça. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que moi, souvent, ce que je te disais, Morgane, tout à l'heure, c'est que souvent, j'ai un discours de vieux con, mais qui est pas perçu comme un vieux con parce que justement, le fait que je sois jeune. Et le truc du lièvre à la royale, des recettes anciennes, etc., ça a aussi attiré tous les gars. Et tous les gars, ils ont entre 15 et 25 ans. Donc tu as aussi cette partie des jeunes qui sont très intéressés par ces savoir-faire à l'ancienne et qui, en tout cas, moi, je trouve, par rapport à la vision que je partage sur pas mal de choses qui sont aussi, eux, à la recherche des choses, heu, comme des recettes à l'ancienne ou un savoir-vivre à l'ancienne et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent ou en tout cas, il y a un besoin de revenir comme avant et ça revient à ce qu'on essaye de faire ici. C'est que ce soit par des recettes, par de la vaisselle, par des savoir-faire, nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est vraiment un art de vivre un peu, comme avant où on reprend le temps de faire des bonnes choses mais ce lièvre à la royale, je te l'ai demandé parce que moi, je l'ai vu très peu et surtout, j'avais pas le temps de leur montrer à cette époque-là et ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est important, mais aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un de te demander ça, c'est très compliqué de Non, d'en c'est trouver, quoi. oui, oui, c'est très compliqué à le trouver.
une recette comme ça, vu que c'est compliqué à mettre en place, etc. Mais si tu peux, dans ton restaurant, tu en fais une semaine ou un week-end de lèvres royales, etc., pour éclater tout le monde et le montrer, waouh! Mais tu es plein, hein. Ouais. Nous, quand on fait maintenant, on s'amuse à faire des recettes un peu comme celle-ci qui sont un peu, compliquées à faire. On les fait de manière éphémère sur un week-end ou sur une semaine. Mais tu es plein. Les gens, ils sont demandeurs de ça. On est plein, on est à bloc. Logique. Mais on fait des semaines Quai-Paquet, on fait des semaines livrées à la Royale, on fait des semaines, à la Maury, on fait vraiment des choses éphémères comme ça et c'est pas que notre délire, c'est les gens, ils sont à la recherche de ça et Ça veut dire la tendance, en fait, le vieux, l'ancienne, devient à chaque fois tendance. ouais, les tatouages en Ouais, fait, ça revient toujours. on en revient un peu aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que nous, les réseaux sociaux, ils nous permettent de nous faire connaître à une clientèle qui ne nous aurait pas connus s'ils étaient pas sur les réseaux sociaux. Mais une fois qu'on t'a connu, tu as le choix d'y aller ou pas. Mais du coup, ça te permet juste de montrer à ta clientèle qui cherche ce que tu fais, à savoir que tu es là. Donc effectivement, des lièvres à la Royale, ça va pas attirer tout le monde. Mais par contre, il y a une vraie recherche par certaines personnes et il y a très peu de gens qui le font. Donc quand il y a très peu de gens qui le font et nous, on a la prétention de le faire bien, bah, tu as beaucoup de gens qui viennent pour ça. Tu as beaucoup de gens aussi qui se disent: «Non, ça me chauffe pas». Mais il y en a d'autres qui sont à la recherche de ça et c'est pour ça que c'est très important et il y a une vraie demande, une vraie demande. Mais c'est pour ça que vous utilisez les réseaux sociaux, c'est pour la primaterie que vous faites déjà, en fait. Si, C'est une primaterie de clientèle que vous faites aussi. Parce qu'il faut faire un tri, hein. On ne peut pas correspondre à tout le monde, hein. tu pourras jamais plaire à tout le monde. Je vois 2-3 restaurants au bord de mer, ils essayent de correspondre à tout le monde. Ils ont les cartes où il y en a 72 choix, plus une vingtaine de choix pour les végétariens. Et peut-être ils sont complets aussi, hein, pendant 2-3 mois. Ouais, c'est des écoles qui sont différentes. Mais oui, On peut pas comparer. tu peux pas Enfin, confondre. pas le même, il reste les mêmes concurrents, pas le même business, pas le même rythme, pas Il y a aussi une clientèle pour ça, mais enfin, même moi le premier, quand tu es avec ta femme, tu as marché toute la journée, tu vas à un restaurant de bord de mer touriste, tu as faim, tu y vas, mais tu sais très bien que tu vas pas te régaler, tu sais très bien comment c'est fait. Mais voilà, après, enfin, j'essaye même pas de me comparer à ça, mais ouais. les réseaux sociaux, alors, moi, je trouve de base, ce qui est bien, c'est que c'est aussi ta vitrine. Donc, ça te fait kiffer de montrer ce que tu fais. Tu as plusieurs biais, c'est-à-dire que tu as aussi la possibilité de mettre en valeur tes collaborateurs. Moi, mes gars, quand ils passent sur Insta, ils sont trop contents. Oui, ils sont trop contents parce qu'ils sont visibles, parce que si, parce que truc. Après, c'est aussi important parce que ça, c'est plein de codes. On juge en permanence. Et tu prends une tasse à café quelque part, elle va être chaude, elle va être froide, elle va être belle. On juge tout et n'importe quoi tout le temps en permanence. Mais les réseaux sociaux, c'est en fonction de la qualité de ta photo, de ce que tu vas faire, du rythme, tu vas forcément te faire un avis dessus. Donc, c'est une vitrine, les réseaux sociaux qui sont très importantes. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça et nous, c'est ce qu'on essaye de dire aux gens, c'est que nous, quand ils passent une journée chez nous, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à leur faire oublier le téléphone. Ils ont la pétanque, ils ont la piscine, ils ont les transats, ils lisent un bouquin, ils passent un moment ensemble. Heu, L'avantage qu'on a, nous, c'est que vu qu'on a la piscine, on est ouvert toute la journée, donc on a des tables qui n'ont pas la piscine, mais qui traînent toute l'après-midi à table. Ils jouent, ils parlent, ils se boivent le Dijon, ils traînent, enfin, c'est vraiment, Ils aiment cette ambiance. ouais, Cette ambiance. et c'est vraiment ça que nous, on essaye de faire vivre, et nous, ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est qu'on a vraiment plusieurs espaces qui sont tous intimistes et on a aussi d'autres espaces où on a mis des canapés côte à côte pour que les gens puissent fumer et ce qu'on aime souvent, c'est que tu as souvent des couples ou des gens qui s'assoient pour fumer, puis un autre qui s'assoit et puis ils passent la soirée à parler ensemble et puis ils se font amis et c'est vraiment des trucs qui se perdent, je trouve et quand on arrive à les remettre en place, je trouve ça sympa, ça fait plaisir parce que nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Ce côté relation humaine et que les gens perdent un peu. Là, aujourd'hui, tu as la quinta, tu as la pagaille et après, c'est quoi la suite là? Alors la suite, là, on est sur un troisième truc dont on doit le garder secret. Oh, mystère. Ouais, C'est super pour le podcast, bravo. tu vas pas nous en parler alors? Bah, voilà, je peux vous en parler, mais après je sais pas si je pourrais le dire le nom ou pas en off. Ne dis pas le nom juste, parce que Ça, c'est la directrice Ah, mais tease un peu, voilà, crée du mystère. c'est la directrice marketing qui gère ça. On aura le droit de dire le nom quand juin. Mais en gros, on ouvre, au panier une boutique sur le thème du sucré, hein, sur toute la gourmandise, des beignets, des gaufres, des glaces. Des crêpes et une petite offre, sur du salé. Mais voilà, dit comme ça ressemble à du classique, mais nous, on va essayer de le glow up un petit peu. On va lui faire,
à notre sauce comme toujours. On va lui faire vraiment des trucs sympas. On va faire des beignets très, très gourmands, bien garnis, qui sont cuits tous les matins, qui seront très moelleux. On va faire des gaufres à la minute, des gaufres comme à Liège, la gaufre bien aérée avec les morceaux de sucre. Puis quand il est dans la gaufrière, ça sort de là, il est un peu caramélisé. Enfin voilà, ce truc enfantin. Mais encore une fois, comme tu disais tout à l'heure sur les restos de plage, ouais, sur les restos de plage, tu vas avoir la gaufre qui va traîner depuis le matin en boutique, tu vas la prendre, elle va être sèche. Là, on repart sur ces goûts d'enfance, mais vraiment sur quelque chose de bien fait par quelqu'un du métier et c'est dans une avenue très passante au panier et on espère que ça va cartonner. OK, resto de plage, on est quand même sur de l'industriel beaucoup, souvent. Oui, On est quand même sur, de la grosse quantité, sur, quelque chose, d'assez industriel. totalement. Voilà, je pense, deviner que c'est pas ton concept, quoi. Non, 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 voilà, nous, notre concept, c'est repartir sur, comme on disait, sur des goûts et des désirs d'enfance, mais encore une fois, bien fait, à la minute, dans le respect du client et dans le respect de la gourmandise aussi, quoi. Donc c'est quelque chose de tout simplement, bien fait et effectivement, de nos jours, quand tu dis bien fait et tout simplement, bah, en fait, ça se démarque parce que la plupart des trucs, c'est sorti d'une boîte et mis au micro-ondes. Mais ouais. J'espère que ça redevient une normalité, le bienfait, parce qu'il y en a beaucoup de clients, malheureusement, surtout en saison d'été. À Marseille, peut-être un peu moins, je ne sais pas, mais je trouve en fait, ils s'en foutent certains, beaucoup de monde, d'en manger quelque chose, une gaufre fait maison ou une gaufre industrielle, tant qu'ils payent 2 euros, ils payent 4 euros, ils préfèrent de payer 2 euros. Comme pour les moules frites, des fois, ben, ils préfèrent d'en payer 14 euros et une clientèle. C'est, ça prend du temps de se faire connaître du bienfait Ouais, mais maison. après, c'est comme on disait tout à l'heure. Alors, malheureusement, sur le côté quand les gens qui n'ont pas trop de budget à louer, moi, honnêtement, je leur tire pas la pierre. Je comprends qu'ils ont un budget à respecter, qu'ils ont des familles. Voilà, chacun a son truc. Après, c'est juste, comme on disait tout à l'heure, s'il faut trouver ta cible qui te correspond. Et le mec qui a 4 enfants bas âge et qui a pas trop d'argent et qui va aller manger des moules frites à 9 euros dans la brasserie au bord de mer, bah, tu peux pas lui en vouloir. Parce que après, c'est chacun ses convictions. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais en même temps, le mec, je lui tire pas la pierre sur ça. Mais par contre, et c'est là où c'est essentiel, c'est que quand tu t'emmerdes à faire quelque chose de bien, il faut que tu tombes sur des gens qui sont à la recherche de quelque chose de Ah bah oui. bien fait. Et tu peux pas aller dans un endroit où tout le monde bouffe des trucs industriels et arriver et dire: «Je fais tout maison», payer le double de ce que de ce que vous allez faire, parce qu'ils vont même pas en avoir conscience, parce que c'est pas leur volonté. Donc après, nous, notre job, c'est de dire: «Voilà comment on fait les choses» et d'attirer ces gens qui sont attirés par ça. Mais le mec qui veut sa gaufre industrielle et 2 fois moins cher que moi, j'en voudrais pas, mais je sais qu'il viendra pas chez moi et c'est pas très, très grave. Et par contre, si je peux faire apprendre à des gens le goût d'une vraie gaufre clean minute, ça, c'est mon kiff. Oui, ouais, je vois. Mais Mais c'est très bien de se lancer sur ce sujet-là. Moi, il y a quelques années, on a fait des frites maison, mais je peux te dire, un sur deux, il se dit: «Qu'est-ce que c'est pas bon». C'est pas parce qu'ils connaissaient même pas les frites maison, c'était les frites de McDo et cetera. Et c'est rien à voir. Du coup, ils sont tellement fixés dessus. exactement. Et pour une gaufre, ça peut arriver pareil. Peut-être depuis toute leur vie, depuis 10 ans, ils mangent les gaufres. Toi, tu en fais un autre gaufre, ils disent: Complètement. «Mais qu'est-ce que c'est comme gaufre? C'est pas ça une gaufre». Ben, finalement, c'est finalement ça, un gaufre et Ouais. pas qu'est-ce que tu as mangé pendant. Ouais, mais après, ça va être au mec de faire son schéma mental. Est-ce qu'il veut bifurquer ou ça? Moi, ça m'a fait la même chose avec la vanille. Oui. La vanille, moi, j'ai découvert la vraie vanille quand j'ai travaillé en boutique. Avant, pour moi, la vanille, c'était ce que je goûtais dans les yaourts, quoi. Oui, Et à partir de ce moment-là où j'ai compris ce que c'était, j'ai dit: «Ben, je boufferai maintenant que de la vanille en gousse». Mais tant que tu l'as pas découvert, c'est vrai que c'est particulier pour eux. Il y a plein de gens pour pour le qui un gâteau aussi, oui. ouais, mais il y a plein de gens qui sont, pour eux, un flan caramel, c'est un flambi. Et demain, tu vas leur faire un flan caramel maison, ils vont pas aimer. Oui, le caramel, Et poire et ouais. cetera, oui, oui, oui. Ça, tu peux pas leur en vouloir, c'est des goûts qui sont ancrés. Par contre, le mec qui est dans la démarche de dire: «Waouh, putain, c'était bon et maintenant je vais bifurquer là-dessus», bah, bravo, mais enfin, moi, j'arrive pas dans cette prétention-là, en tout cas. Moi, j'arrive pas il y a un moment donné, j'étais vraiment lancé dans ce truc de: «Je vais vous faire découvrir ce que c'est les vraies choses et tout». Maintenant, je suis plus dans ce truc, je suis dans ce truc de: «On fait les choses bien, ça me fait kiffer, j'espère que ça va vous faire kiffer, puis ça vous fait pas kiffer, tant pis». En tout cas, je suis sûr que ça va marcher.
comme tout ce que tu touches, presque, il marche, hein, pour l'instant. Tu bois, mais effectivement. Et Ah, il y a peu de chances que ça fonctionne pas. Tu as l'air quand même d'avoir un bon recul, d'avoir une bonne équipe, d'avoir la bonne vibes pour aller, de l'avant et développer, quoi. c'est qu'est-ce que j'ai ressenti bah, avec toi et dans ton restaurant et comme j'étais présent aussi 2, 3 fois, c'est en fait ton équipe, il vit exactement qu'est-ce que toi tu vis. Ouais. Et c'est une super cohésion dans l'équipe. Ils s'entendent super bien, comme ils mangent ensemble, ça rigole, tu sais, ils vont même partir peut-être en boîte de nuit des fois, ensemble le soir, et tout ça, ça se ressent et tout ça et tu essaies, de laisser l'espace libre au niveau de ça pour tout le monde s'entende comme ça et de s'intègre, facilement et ça se ressent sur la clientèle, ça ressent sur des établissements, je pense. Mais il y a le respect envers chacun de métier, il est quand même là. C'est compliqué là, cet équilibre-là, mais tu arrives bien à le faire, je trouve. Ouais, alors effectivement, moi, c'est bien que tu abordes ça parce que l'équipe, pour moi, c'est ce qui est vraiment le plus important. Effectivement, ce bébé, j'ai lancé tout seul, mais en fait, au fil de la progression, c'est impossible de tout faire tout seul. Et la chance que j'ai eue, c'est que mes ambitions, mon discours et ma vision, ils ont été tous suivis par les gars qui nous accompagnent. Et c'est vraiment devenu une famille. Et effectivement, oui, on sort aussi en boîte tous ensemble, on va boire des coups tous ensemble, mais ils partagent tous, garçons et femmes, la même, vision que moi et ambition. Alors certains veulent avoir leur boîte, d'autres non, c'est pas la question, mais ce truc de se tirer vers le haut, de, d'aller vers les valeurs qui nous correspondent et ce sentiment de vouloir faire plaisir à l'autre, il va du plongeur au serveur et on est tous dans le même mood et d'envie de progresser. Toi qui fais des formations justement, c'est un bon exemple. Quand tu es venu faire la formation, nous on est ouvert que le soir Ouais. et ils sont venus la journée faire la formation et C'est c'est incroyable. Et à la plage, tous les monde, ils allaient se foutre. Il n'y avait pas la question qui fait quoi, un truc comme ça, c'était ensemble. ouais. Bien sûr, il faut être structuré. Bien. Non, c'est structuré, bien Ouais. sûr, mais tu as ce truc où tout le monde veut aller de l'avant, tout le monde veut progresser, tout le monde veut s'élever, mentalement, physiquement, socialement, ce que tu veux et du coup, on a vraiment cette famille qui va dans la même direction et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ouvre des affaires, c'est qu'on n'est pas tout seul et que les gars, quand ils nous disent, moi, j'ai des gars qui me disent: «Putain, j'espère que tu ouvres un truc bientôt parce que, je veux être directeur, je veux passer un palier», et du coup, moi, ça me donne des ailes parce que je me dis: «Putain, les gars, ils sont aussi motivés que moi et je serai pas tout seul dans cette aventure». Ah oui. Tu es OK pour dire que, à ton jeune âge, tu sois déjà chef, patron, tu es déjà 2 affaires, ça permet de briser une barrière entre toi et tes employés, tes collaborateurs et du coup, bah, que c'est ça fait partie des éléments qui motivent et qui fédèrent? Ça serait mentir de dire que non, parce que oui, effectivement, mon jeune âge fait que quand j'ai des discours qui sont un peu plus vieux con et qui sont un peu plus formels, ça passe beaucoup plus parce que le fait que j'ai quasiment le même âge ou le même âge et de voir où j'en suis, bah, ils savent que c'est pas juste un discours et que derrière cette rigueur que je demande et tout ce que je demande, bah, c'est qu'il y a un résultat derrière. Donc effectivement, ça aide beaucoup le fait que je sois jeune et que j'en suis aussi là. Et ce qui aide aussi, c'est qu'on partage les mêmes centres d'intérêt et du coup, je comprends aussi, par exemple, les apprentis, qui me disent: «Oui, l'école, c'est compliqué» et cetera. Moi, il y a quelques années, j'étais aussi apprenti, donc je comprends ce qu'ils disent, je parle le même langage que ce qu'ils disent. Donc peu importe le palier, des collaborateurs, j'ai toujours un centre d'intérêt qui est plus ou moins proche. Ce qui fait que, bah, mon discours effectivement je pense, a plus d'impact étant jeune que ne l'étant pas. Ou je pense que si j'étais beaucoup plus âgé, je pense que j'aurais besoin de pallier avec des directeurs ou quoi pour faire passer, le mot, effectivement. La Quinta, la pagaille et la nouvelle affaire, dans 5 ans ou 10 ans, tu te vois où là? Ouf! Là, il sera plus jeune vieux con, il sera plus vieux con. Ah, parce que comme je serai un vieux con, du coup. Là, je serai vraiment le vieux con, je peux plus jouer dessus, hein. Dans 5 ou 10 ans, c'est un gros palier pour moi puisque moi j'ai presque 30 ans, donc en 5 ou 10 ans, je Et pense même pas 30 ans. non, dans 5 ou 10 ans, j'aurais pas Ouais, tu as commencé à 12. 21. J'ai ouvert ma première affaire à 21. Il y a 2 choses qui se mêlent, il y a la vie perso et la vie pro. Je pense qu'il y aura un enfant d'ici 5 ou 10 ans et moi j'ai une soif et une ambition d'entreprendre des choses. Alors je j'ai pas un chiffre, je te dis pas,
Dans 10 ans, je veux 10 restaurants, je m'en fous. Je peux très bien rester à 3 et c'est très bien. Mais j'ai ce désir d'évolution, de jamais rester sur des choses acquises. Je pense que dans l'objectif dans 5 ou 10 ans, ça serait d'être, un papa présent et heureux et qui arrive à mêler sa vie pro et sa vie perso, parce que je ne peux pas mettre mes ambitions professionnelles de côté. Et ce qui me ferait le plus plaisir, en tout cas c'est mes objectifs, c'est d'arriver à garder quasiment les mêmes collaborateurs et qu'ils évoluent tous avec moi. Parce que je trouve que ce qui est beau dans cette aventure, c'est de pas d'être seul, c'est d'emmener des gars avec moi, les faire évoluer et qu'on grandisse tous ensemble et pas que moi sur mon piédestal et tout le monde, on s'en fout. Donc, là, dans nos objectifs, on verrait déjà au moins 2 restaurants, donc 2 restaurants qui marchent bien, soit ceux qui marchent. Avoir des collaborateurs qui sont passés directeurs ou même intéressés sur des parts, ça serait un de mes objectifs. Grandir avec eux et moi de mon côté perso, avoir des enfants, être là pour eux et pour ma femme et mêler ces ambitions-là. Voilà, tu as terminé sur ça. Quel conseil tu donnerais là, à un jeune qui veut se lancer et ouvrir son restaurant et qui Ouais, a de l'ambition? il a donné plein, hein. Non, mais un conseil, Un con le conseil. Oh, là, ça va être dur ça. C'est pas, donne des conseils, c'est là, c'est le conseil. Le conseil, le vrai conseil, on a parlé de tout, des réseaux sociaux, de se structurer, du business plan, de tout ça, mais le vrai conseil que je peux donner, c'est d'y aller, de jamais rien lâcher et et de faire ce qui lui importe le plus. Parce que souvent, je trouve je parlais tout à l'heure d'identité culinaire. Moi, quand j'ai ouvert, je me cherchais un peu et je faisais des choses pour plaire aux gens et c'est toujours pareil et plus j'avançais, plus j'étais un peu, j'avais moins de doutes envers moi-même et plus j'ai fait des trucs qui me plaisaient et quand j'ai fait des choses qui me plaisaient, ça plaisait plus aux autres. Donc Le secret, c'est la passion. ouais et c'est travailler, c'est des discours à la con, mais c'est travailler sans relâche, voilà, c'est à un moment donné, quand on fait un choix d'entreprendre, alors il faut être très averti sur le côté entrepreneurial, c'est souvent un fantasme, c'est bandant, je suis patron, mais il faut dire la réalité, c'est que pendant 3 4 ans, tu vas gagner beaucoup moins que tes salariés, même après. Tu vas faire le double des heures, tu vas travailler tout le temps, tu vas mettre beaucoup de choses de côté. Il y en a pour qui appellent ça des sacrifices, et ça en est, mais ça vaut tellement le coup si on est passionné par tout ça. Par contre, si tu es pas passionné par tout ça, ne fais pas cette connerie et reste là où tu es. Mais par contre, si tu as pris cette décision, voilà, porte tes couilles et fais le taf jusqu'au bout, du matin au soir et heu et ne lâchez jamais parce qu'un jour tu vas en récolter des fruits. Et ben, je crois que c'est parfait pour le mot de la fin. Merci Anthony, Merci à vous. merci Ringo, Merci, hein. merci les pralines. Et voilà, c'est la fin de cet épisode avec Anthony, le chef qui se cache derrière les restaurants de la Quinta à Allo et de la Pagaille à Marseille. Si vous voulez suivre ces deux beaux établissements, leurs projets à venir et leurs événements, ça se passe sur Instagram, @la.quinta-du8 Allo et @la.pagaille.marseille. Tous les liens sont comme d'hab dans la description de cet épisode. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un petit mot doux ou balancez-nous une bonne note. Ça fait vivre le podcast et ça nous file un coup de main pour que Saveur Brute remonte dans les classements au lieu de rester au fond du frigo. Merci d'avoir écouté, prenez soin de vos papilles et parce qu'il commence à faire chaud, on vous dit à très vite pour un prochain épisode très très frais.